Bonjour, je m'appelle Nathalie Yang. Ça y est, enfin, nous y sommes. Le Mali a obtenu le départ des forces d'occupation françaises et européennes de son territoire. Alors, même s'il est encore trop tôt pour jubiler, cette avancée notable mérite bien que l'on s'arrête une minute pour féliciter le colonel Assimi Goïta, son gouvernement et bien sûr le peuple malien qui fait notre fierté. Je vous l'ai dit à Sochi et je le répète volontiers car cela est, paraît-il, pédagogique. Le système que nous combattons est fondé sur trois piliers: monétaire, militaire et diplomatique. Le Mali aujourd'hui, avec l'expulsion de l'ambassadeur de France et ses nouvelles alliances stratégiques avec la Russie, la Chine, l'Algérie, l'Iran, etc., est en train de secouer lourdement le boulet diplomatique. Et l'obtention du démantèlement de Barkhane Takuba est le signe de l'affaiblissement du pilier militaire. Les chaînes monétaires ne sauraient tarder à être brisées avec le braquage des avoirs maliens par la BCEAO et la procédure judiciaire engagée par le gouvernement malien contre l'UEMOA. Lorsque, jeudi 17 février 2022, entouré de ses faire-valoir, l'amateur de dessert et nouveau président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et le très francophile dégustateur de fromage et président de l'actuel CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, Macron annonce le retrait complet de Barkhane du Mali. Tout est fait pour essayer de masquer ce qui est sans nul doute une des plus grandes déroutes françaises en Afrique après la guerre d'Algérie. Naturellement, cela ne trompe personne, ni en France, ni ailleurs dans le monde. Le départ des troupes françaises est la décision des autorités maliennes et la France, qui va d'échec en échec et essuie une série de gifles avec sa politique extérieure obsolète et arrogante durant le mandat de Macron, n'a pas eu d'autre choix que d'obtempérer. C'est une véritable révolution. Mais révolution n'est pas forcément synonyme d'anarchie. Ce que peu de gens savent, parce que les multiples organes de désinformation de nos adversaires n'en font jamais cas, c'est que depuis le mois de juillet 2021, le Mali a demandé de façon polie et urbaine la révision des accords de défense signés en toute opacité par Diokounda Traoré et puis Ibrahim Boubacar Keïta, à l'insu non seulement du peuple, mais souvent aussi des militaires maliens. Un délai de 6 mois avait été mentionné pour cela. Des dispositions de ces accords sont en violation flagrante avec la constitution malienne, quand d'autres vont clairement contre les intérêts du pays et des populations. Dans notre univers france-africain aussi sombre que Gotham City dans Batman, l'obscurité est la loi. Les accords signés ne sont quasiment jamais portés à la connaissance des citoyens. Et même lorsqu'ils le sont, comme par exemple l'a fait le professeur Mamadou Koulibaly en Côte d'Ivoire lorsqu'il a été élu à la tête de l'Assemblée nationale en 2001, en publiant les accords constituant le pacte colonial trouvé dans les archives du Parlement, il y a toujours des annexes bien dissimulées, jalousement protégées par les chefs d'État qui se gardent bien de dévoiler à combien ils ont vendu notre bien-être et notre souveraineté pour obtenir l'assurance de Paris de se maintenir au pouvoir et de voler en toute quiétude les ressources et les deniers publics. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Que ce soit ceux signés à Goury en 1887 entre Gallieni et Amadou Tall, ou ceux que les laquais de la CEDEAO et le putschiste tchadien Mahamat Déby sont allés conclure à Paris jeudi dernier, ils ont tous pour objet de préserver la mainmise française sur les richesses africaines. Pour ceux que cela intéresse, je vais mettre dans mon canal Telegram le lien d'un ouvrage à télécharger intitulé « Les traités de protectorat conclus par la France en Afrique de 1870 à 1895 » qui est absolument passionnant et qui vous permettra de constater qu'en 152 ans, quelle que soit la république dans laquelle on se trouve en France, le sort de l'Afrique
Comores, Madagascar, Gabon-Congo, Dahomey, Guinée française, Fouta-Djallon, Tunisie, Sénégal, Soudan français, Côte d'Ivoire, Djibouti. Le sort de l'Afrique est scellé depuis Gallieni et l'Empire ne veut pas mourir. Qu'avons-nous donc entendu lors de cette conférence de presse? La France et ses alliés européens disent ne pas partager ni la stratégie ni les objectifs cachés des autorités maliennes. Pourtant, les seuls qui ont une stratégie bancale sont les Français. Et ce sont eux également qui ont des objectifs cachés que moi et d'autres personnes engagées nous attelons à dévoiler chaque jour au péril de nos vies. La lutte contre le terrorisme ne peut pas tout justifier. Elle ne doit pas, sous prétexte d'être une priorité absolue, se transformer en exercice de conservation indéfinie du pouvoir. Mais elle peut, sous prétexte d'être une priorité absolue, justifier la présence indéfinie de l'armée française, occupant une partie du territoire malien, protégeant les terroristes et empêchant l'armée malienne d'aller les déloger des sanctuaires que la France leur a bâtis. Eh ben, dis donc! Elle ne peut pas non plus justifier le recours à des mercenaires dont les exactions sont documentées en République centrafricaine, continue Macron, lui qui dispose de façon officielle de la plus grande armée de mercenaires au monde, la Légion étrangère, et dont les troupes ont entraîné et appuyé des rebelles sanguinaires qui ont brûlé des gens dans une église, qui ont violé de façon documentée des enfants en Centrafrique. Et il ose ouvrir sa bouche. D'ailleurs, en parlant de Centrafrique, pas plus tard qu'avant-hier, 4 légionnaires français, encore eux, lourdement armés, ont été arrêtés par la gendarmerie centrafricaine sur le parking de l'aéroport de Bangui dans un véhicule blindé, banalisé, aux vitres teintées, alors que l'avion du président Touadéra était en phase d'atterrissage à quelques dizaines de mètres de là. Si Macron veut parler des méfaits des mercenaires, il devrait commencer par cesser d'y avoir recours lui-même pour éliminer les présidents qui veulent sortir de l'enclos colonial français. Je vous mets ici le lien d'une vidéo que j'ai dédiée à ce sujet. Les Français et Européens trouvent qu'une élection présidentielle peut et doit se tenir au Mali rapidement. Le 27 février 2022 était d'ailleurs la date qu'ils avaient choisie, dans un pays divisé, aux mains de terroristes, et où les autorités même du pays ne sont pas capables, en l'état actuel des choses, et malgré une présence militaire française et européenne considérable depuis 9 ans sur le terrain, d'accéder à certaines zones du territoire, des zones où les candidats, les agents électoraux et les électeurs ne pourront pas faire campagne, ni s'assurer de la régularité du scrutin, ni même exprimer leur vote en toute sécurité. La priorité du gouvernement et du peuple malien dans ces conditions, et c'est bien compréhensible, ce n'est pas les élections. Mais comme les Français et les Européens disent qu'on peut les faire immédiatement, alors, par parallélisme des formes, nous pensons qu'eux aussi peuvent et doivent dégager tout de suite du territoire malien. Macron annonce en effet un retrait coordonné et sans même consulter le Mali, l'état-major français, avec son mépris et sa morgue habituelle, s'empresse de préciser que cela prendra au minimum 6 mois. Les Occidentaux n'ont pas voulu de coordination lorsqu'ils ont pris des décisions sur le Mali sans que le Mali ne soit présent. Les autorités maliennes ont donc bien réagi, rapidement, sans complexe et en application du principe de réciprocité, en exigeant que le départ des troupes franco-européennes se fasse de façon immédiate. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Pas besoin de coordonner quoi que ce soit sur la durée. Ce que les Français et Européens ont à faire pour démanteler leur opération est beaucoup plus simple que ce que les autorités maliennes ont à faire pour recouvrer l'intégrité du territoire et ramener la sécurité dans le pays. Laissez-moi prendre 2 exemples historiques pour étayer mon point de vue.
Les Soviétiques, les Anglais et dans une mesure beaucoup moindre les Américains ont libéré la France de l'occupation nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Dès 1951, dans un contexte de guerre froide, les Américains ont installé des bases militaires en France. D'abord le haut commandement de l'OTAN à Paris, puis leur quartier général des troupes en Europe à Saint-Germain-en-Laye en 1954. Mais le putschiste récidiviste que les Français adorent jusqu'à ce jour, le général Charles de Gaulle, est très vite peu enthousiasmé par cette présence étrangère sur son sol qui entravait sa souveraineté militaire, d'autant plus qu'il connaissait très bien les méthodes très bizarres des Américains. Et il annonce donc la sortie de la France du commandement militaire intégré de l'OTAN et exige le démantèlement des bases américaines en France le 10 mars 1966. Pour avoir fait cela, il fut célébré et continue d'ailleurs de l'être comme un immense patriote par le peuple de France. Pour la petite histoire, quand les Américains ont présenté un chronogramme de retrait qui s'étalait sur 2 ans, De Gaulle l'a rejeté et le 14 mars 1967, les derniers soldats américains pliaient leur drapeau et allaient s'installer en Belgique, devenue la base de l'OTAN. Durant tout ce processus, on n'a pas vu les Américains insulter De Gaulle et son gouvernement. On ne les a pas vus adopter une attitude belliqueuse envers les Français. American military personnel and installations in France may only be a memory if General de Gaulle's April 1st, 1960. Un débat partage alors la Maison-Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Pour lui, ce n'était pas qu'un proverbe texan. Alors pourquoi quand notre De Gaulle à nous, Assimi Goïta, demande la même chose que leurs putschistes récidivistes préférés à eux là-bas, ils se comportent comme s'ils avaient été piqués par une armée de tarentules et de scorpions? Et si les États-Unis ont pu alors évacuer 27 000 soldats, 37 000 employés et 30 bases aériennes, terrestres et navales en un an, ce n'est pas pour les 2500 ploucs de Barkhane et Takuba qui sont au Mali avec des équipements plus modernes et plus rapides que les Français vont réclamer des années ou même 6 mois pour partir. En 2 semaines, maximum 4, ils peuvent et doivent dégager. Ils l'ont d'ailleurs bien prouvé quand ils ont plié bagages de Centrafrique en démantelant à vitesse grand V l'opération Sangaris et en laissant le gouvernement Touadéra en plan face à des rebelles que la France continuait de soutenir, coacher et financer, un état de fait qui perdure d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils partent vite. Oust! Mais ce n'est pas parce qu'on veut vite mettre fin à ce cauchemar français qu'on doit les laisser faire n'importe quoi. Les Camerounais d'un certain âge connaissent peut-être cet épisode abondamment relayé dans la presse il y a une dizaine d'années. Des troupes françaises débarquent avec du matériel destiné au Centrafrique au port de Douala. Mais ne voilà-t-il pas qu'arrivés dans la province de l'Est au Cameroun, ils arrêtent leur convoi et plantent même un drapeau. Les populations, scandalisées, alertent les autorités. Des militaires camerounais arrivent sur les lieux et, après avoir enlevé eux-mêmes le drapeau français, enjoignent à la soldatesque tricolore de reprendre la route en prenant soin d'encadrer le convoi jusqu'à ce qu'il ait traversé la frontière centrafricaine. Colonel Goïta, Monsieur le Président, vous en savez beaucoup plus que moi sur les stratégies militaires. Je vous prie néanmoins d'encadrer strictement le départ de Barkhane. Et si les FAMA sont en grande partie à l'œuvre au front, et nous les félicitons et les remercions pour le bon boulot qu'elles font sur le terrain avec leurs nouveaux alliés, s'il vous plaît, appelez et encouragez la population à surveiller et à escorter les convois Barkhane et Takuba jusqu'à ce qu'ils aient passé la frontière. Aucun militaire français et européen ne doit pouvoir circuler sans surveillance ni autorisation sur le territoire malien à compter de ce jour. Ils sont quelques milliers
Il y a des millions de Maliens et d'Africains qui peuvent les surveiller. Notre nombre est notre force. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. Anon, celui que Poutine ridiculise tous les 2 jours. Il est aujourd'hui de notoriété publique que les autorités maliennes n'avaient demandé que l'appui aérien et en renseignement de la France en 2013, mais que ce sont les Français qui ont décidé de faire intervenir leurs troupes au sol. J'en profite d'ailleurs pour revenir sur une information qui échappe à beaucoup. Même le renseignement que Traoré cherchait chez les Français eux-mêmes n'ont pas ça. Ils ont la plupart du temps recours aux services américains pour cela. Mais pour le Mali, les Américains n'étaient pas chauds et faisaient du dilatoire. Alors, c'est le Nigeria qui a gracieusement fourni les données satellitaires utilisées par l'armée française. Ce sont les staffs et les satellites nigérians du National Space Research and Development Agency qui ont produit et interprété des milliers d'images permettant de déterminer les caractéristiques du terrain et donc le matériel à mobiliser, ainsi que de localiser les déplacements dans la zone immense du Nord Mali et de la frontière du Niger voisin. La contribution du Nigeria a été très significative, mais ce sont les drapeaux français que les Maliens se plaisaient à agiter à Bamako quand ils n'avaient pas encore bien compris qu'ils venaient de laisser entrer le loup dans la bergerie. Je ne le répéterai jamais assez. On peut conclure des alliances temporaires avec d'autres États pour se débarrasser de la plaie française qui nous tient à la gorge depuis trop longtemps. Mais le vrai sens de notre combat est de pouvoir nous unir entre nous, Africains, et d'être capables de nous défendre nous-mêmes. La solution au problème de l'Afrique est endogène. C'est nous, Africains, qui l'avons. Mais revenons à nos moutons. La France a donc choisi d'intervenir avec des moyens gigantesques quand le problème était à ce niveau. Et 9 ans plus tard, au lieu que notre phalange soit soignée, la gangrène a plutôt infesté tout notre corps jusqu'aux genoux. Et c'est vous qui voulez qu'on vous dise merci? 9 ans plus tard, les 2 tiers du territoire échappent à l'État malien, soit parce qu'ils sont aux mains de l'armée française qui interdit à l'armée malienne d'y pénétrer, soit aux mains de terroristes installés par la France, tellement obnubilés par l'idée de diviser cet immense territoire de 1 241 000 km² qu'elle a même baptisé sa task force Takuba, qui signifie épée en tamatchek. La même France qui a entretenu de 2002 à 2010 la partition de la Côte d'Ivoire, la même France qui a pactisé avec les rebelles du MNLA et les a ramenés au Mali pour leur permettre de créer une enclave qui échappe au contrôle de l'État malien, c'est cette même France-là qui pousse des cris d'orfraie depuis que Vladimir Poutine a signé avant-hier les décrets reconnaissant l'indépendance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, les provinces séparatistes de l'Est de l'Ukraine dans un contexte de réembrasement de la guerre froide qui bat son plein actuellement. C'est assez marrant, je l'avoue. Ma vidéo précédente vous en dit d'ailleurs plus sur ce sujet, je mets le lien ici. Nous continuerons, c'est ce que j'ai dit hier à mes interlocuteurs, à assurer ce rôle fédérateur et, là où une dimension militaire est nécessaire, le rôle de nation cadre. Vous savez ce que c'est une nation cadre? Non? Soyez rassurés, vous n'êtes pas les seuls. Je suis certaine qu'aucun des laquais africains qui étaient invités au dîner de con de Macron à l'Élysée le mercredi 16 février ne sait ce que c'est une nation cadre. C'est un concept de l'Union européenne et de l'OTAN qui bénéficie d'une grosse opacité et n'a quasiment pas fait l'objet de débats publics dans les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il existe jusqu'à présent 3 grandes nations cadres, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, chacun avec son cluster en Europe. Ce que Macron a annoncé dans sa conférence de presse, c'est qu'il a proposé à ses amis européens de mettre en place une extension de l'UE, voire même de l'OTAN, qui couvre non seulement la zone du Sahel, mais également tout le golfe de Guinée,
avec la France comme nation cadre. C'est grave. Il n'existe aucune alliance militaire plus belliqueuse et expansionniste que l'OTAN au monde. Mohamed Bazoum, le président du Niger qui est visiblement la réincarnation d'une poubelle puisqu'il semble trouver un infini plaisir à ramasser les déchets des autres, nous a ainsi annoncé sur Twitter que la force Takuba qui se relocalise chez lui a une nouvelle mission: sécuriser la frontière du Niger. Or, la sécurisation des frontières est permanente et relève normalement du registre de la souveraineté. Il annonce également qu'elles auront des bases à la frontière avec le Mali. Ceci doit servir d'indicateur aux autorités maliennes. Ces gens planifient de continuer de violer l'espace aérien et de faire des incursions terrestres au Mali. Le colonel Goïta doit prendre toutes les dispositions pour empêcher cela. J'en appelle aussi vivement à la vigilance de nos amis béninois. À la recherche d'un point de chute, les Français ont jeté leur dévolu sur le Bénin. En effet, pour assurer le fonctionnement de la chaîne logistique, ils passaient jusqu'ici par le Burkina Faso. Mais l'épisode du convoi de Barkhane chahuté par les populations récemment et le coup d'État au Faso les mettent dans l'embarras. Ils ne peuvent donc prendre aucune sanction, par ailleurs illégale, de fermeture de frontières de ce pays pour l'instant, et ont déjà identifié le Bénin comme alternative en termes de hub. Et c'est ainsi que, tout à fait par hasard, ou pas, brusquement, on nous parle d'attaques terroristes dans le nord du Bénin. Exactement le type d'incident qui servira de justificatif à Patrice Talon pour faire appel aux troupes françaises et décider de leur installation durable au Bénin. J'invite ardemment les populations béninoises à une extrême vigilance. Regardez bien derrière l'écran de fumée. Ces gens-là sont pires que le cancer, le sida et le palu réunis. Premier Gaou n'est pas Gaou, mais c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Je vais d'ailleurs appeler mon jeune frère Kémy Seba qui est sur place pour en discuter avec lui. Aucun de nos chefs d'État n'avait de raison d'aller à Paris rencontrer Macron en aparté. Il y a eu un sommet UE-UA les 17 et 18 février à Bruxelles. Si nous avions des chefs d'État et non des serfs d'État, ils auraient refusé la convocation de Macron et lui auraient suggéré de parler de la situation du Sahel en plénière à Bruxelles, ouvertement avec le reste des pays africains et européens. Cela contribuerait à mettre fin à cette pratique établie sur la scène internationale qui infantilise les Africains et positionne la France comme notre tutrice. Et si les PR africains sont incapables de se comporter dignement et d'être les garants de nos intérêts et de notre souveraineté, alors il faut les éjecter de leur fauteuil par tous les moyens possibles et les remplacer par des Sankara, Goïta, Rawlings, Koulibaly, Sonko, etc. Le temps est venu. Voilà, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont déjà contribué à ma cagnotte, ce qui me permet de continuer à vous proposer ce type de contenu éducatif qui non seulement ouvre les yeux de nos frères et sœurs, mais met aussi en transe nos adversaires qui sont extrêmement fébriles en ce moment. J'ai d'ailleurs reçu ces dernières semaines des menaces de mort de la part d'officiels et d'agents, pas si cachés que cela, de la France-Afrique. Menaces que j'ai pris le soin de documenter au cas où ils réussiraient à me faire taire à jamais, ce qui est visiblement un de leurs rêves. Je mets en bas de l'écran et sous la vidéo, en boîte de description ou en commentaire, les liens pour contribuer. Et comme certains d'entre vous me l'ont demandé, je mets également les liens de mes wallets, de mes portefeuilles Bitcoin et USDT, si vous voulez participer en crypto. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour peut-être enfin analyser la situation au Burkina Faso et déterminer pour qui joue le colonel Damiba, si l'actualité ne s'immisce pas une nouvelle fois dans mon planning. N'oubliez pas de mettre un pouce, de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux en boîte de description. À bientôt. Merci. waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo
وحقوقه